Je vais vous demander, en l'applaudissant, d'accueillir Axel Kahn, avec lequel nous allons passer 1 heure. Et je vais vous faire un aveu. Je suis particulièrement heureux d'animer cette rencontre où nous allons faire un peu plus connaissance avec son dernier livre, Être humain, pleinement. Que ce soit les virgules ou le pleinement ont toute leur importance et on le verra tout à l'heure. Et puis, bien que le temps nous soit un petit peu compté, j'aimerais également qu'on puisse aborder quelques sujets d'actualité à propos desquels j'aimerais bien entendre Axel Kahn, qui a toujours un avis très autorisé en la matière. Et à en juger par l'affluence en cette salle de l'Hôtel de Ville, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Axel Kahn, votre livre commence par un conte philosophique qui met en scène 2 jumelles, Dewi et Eka. Elles sont nées dans la province sud du Kalimantan, à Bornéo. Leur destin semblait tout tracé, et voilà qu'un fait divers va tout bouleverser. Racontez-nous. Cette journée-là, au bord du grand fleuve Kumai, en bordure du grand parc national de la province Kalimantan Sud, la chaleur a été bien plus torride que même hier après-midi sous le chapiteau à 16 heures. Simplement pour vous donner une idée, mais là-bas, c'est tous les jours comme cela. Ahmad, 40 ans, totalement dévoué à ses patients, allant en forêt pour les voir, accoucher les femmes, voir les malades et également s'occuper des touristes, est fébrile, non pas tellement à cause de la chaleur, mais ce soir-là, il le pressent car les contractions deviennent fréquentes. Sa jeune femme, Purvanti, va accoucher de jumeaux. Ahmad n'a pas trop confiance dans les cliniques d'accouchement dans les environs. Et lui, il sait faire. Il a décidé d'accoucher lui-même Purvanti. Mais il se fait aider d'une sage-femme expérimentée. Il confie ses patients à un jeune collègue. Et heureusement que tout se passe bien parce qu'il est tellement ému, tellement bouleversé, qu'il eût été incapable, si les choses s'étaient dégradées, de ne rien faire. Mais à 21h, la petite Dewi vient au monde et à 21h10, c'était qu'à quelles sont belles ces petites filles. Qu'elles sont belles. Elles ont cette peau mate que l'on imagine là-bas, les yeux en amande, et une couleur singulière. On devine qu'elle ne ressemblera à pratiquement aucune autre couleur des filles de là-bas. Elles auront des yeux vert émeraude, les cheveux noirs, très drus, jais. Tout le monde est amoureux d'elles, les parents, mais la famille, les voisins. Malheureusement, 6 mois après, un drame épouvantable vient mettre un terme à cette idylle familiale. À l'occasion de l'installation d'une nouvelle climatisation, pas encore au point, un court-circuit dans la nuit, en pleine nuit. Sans climatisation, toutes les baies vitrées sont ouvertes, les dormeurs sont protégés par les grillages moustiquaires, de telle sorte que la fumée, pendant très longtemps, emportée par les courants d'air, s'évacue et que les dormeurs continuent à dormir. C'est le vrombrissement des flammes du brasier qui réveille Purvanti. Elle se lève totalement affolée, elle se précipite. Ils sont au 1er étage pour aller dans la chambrette où sont les 2 fillettes, mais elle ne peut pas l'atteindre, car il y a une poutre enflammée qui se détache du plafond, qui la percute à l'épaule. Elle s'affaisse sur un genou. Le feu est communiqué à sa chemise de nuit. Ahmad est réveillé cette fois-ci. Immédiatement, il entoure dans une couverture son épouse, il la met en sécurité. En bas, il remonte. Les filles sont là. Les domestiques, eux, ont pu être prévenus. Il se saisit de Dewi et la met en sécurité. Et puis il remonte. Un père ne s'arrête pas. Il n'a peur de rien. Malheureusement, le brasier s'est développé considérablement. Avant même qu'Ahmad soit au 1er étage, l'escalier derrière lui s'effondre. La retraite est coupée. Ses vêtements prennent feu, ses cheveux aussi. Il est presque une torche vivante.
quand il arrive dans la chambrette. Heureusement, Eka est là dans son berceau, près de la fenêtre, et elle n'a pas été intoxiquée trop par les fumées. Pour la protéger de lui-même et du feu, il l'enveloppe dans tout ce qu'il trouve, puis il prend le berceau, il le jette dans le grillage moustiquaire, et avec sa fille, il saute à l'arrière de la maison, il fait 50 mètres, il s'écroule, gravement brûlé, il meurt. Le lendemain, les rescapés trouvent le cadavre d'Ahmad. Nulle trace d'Eka, et tout le monde présume qu'elle est morte corps et bien. Après un deuil pénible de 4 ans, Purvanti se remariera avec le jeune collègue auquel Ahmad avait confié sa clientèle, qui est un élève d'Ahmad, tous les deux communis dans le souvenir, mais ils s'aiment, effectivement, famille recomposée, malgré le drame, heureuse. Purvanti a une sœur, 2 frères de ce nouvel époux. Et elle-même est une petite maman, une grande sœur extrêmement précoce. Elle brille à l'école et donc les parents décident d'aller à Jakarta pour lui permettre de profiter de meilleurs lycées. Là, elle va rentrer à l'université où elle va commencer à faire des études sur la régénération. Les salamandres en particulier, quand on leur coupe un membre, régénèrent. Et ce que fait Dewey, c'est qu'elle prend ce qu'on appelle le bourgeon de régénération, elle en fait plusieurs fractions, et elle montre qu'une de ces fractions est capable de stimuler des neurones du cerveau de souris, censés être incapables de régénérer, à proliférer. Elle publie ça dans une revue de bonne qualité, ça fait tout de même un peu de bruit, si bien qu'elle n'a pas de difficulté pour être acceptée à faire sa thèse à Amsterdam. Vous imaginez bien les liens historiques entre l'Indonésie et les Pays-Bas. Et là, elle fait un travail magnifique. Elle arrive à trouver quelle est la molécule active de ce fraction de bourgeon de régénération. Elle arrive à montrer que cette fraction active est capable de stimuler également les neurones humains prélevés à l'occasion d'opérations neurochirurgicales. Et elle publie ça dans les meilleures revues du monde, dont la revue américaine Science et d'autres du même acabit. Quoiqu'elle n'ait pas encore sa thèse, elle est déjà une vedette internationale. Évidemment, elle a sa thèse haut la main avec les meilleures félicitations. Et elle croule sous les propositions pour le stage postdoctoral. Elle choisit Princeton dans le New Jersey. Là, elle n'est pas un postdoc comme les autres, tellement ses travaux sont déjà remarquables. On lui confie une équipe avec des étudiants, avec des techniciens, et là, elle continue ses recherches. Avec un laboratoire pharmaceutique, une firme privée, elle modifie cette molécule active, elle en augmente l'activité de 100 fois, et les perspectives thérapeutiques pour guérir toutes les personnes qui souffrent de tétraplégie, paraplégie après section de la moelle épinière, de séquelles d'accident vasculaire cérébral, de séquelles de maladies neurodégénératives sont immenses. C'est incontestablement une star, une gloire de la science. Une des femmes les plus brillantes de sa génération. On pense, on suspecte, on prévoit qu'elle pourrait avoir le prix Nobel. Après le postdoc, elle choisit un poste stable en Suisse, à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et c'est là où le directeur de cette école entend le comité Nobel lui téléphoner, alors que Dewey n'a que 42 ans, elle est prix Nobel, seule, de physiologie et de médecine. Un destin prodigieux. Elle va à Stockholm pour recevoir son prix Nobel. Et là, les larmes dans les yeux, elle évoque à un moment donné cette sœur, Eka, qu'elle n'a pas connue, elle ne se rappelle pas, elle avait 6 mois quand elle est morte. Eka est morte, c'est vrai, mais pas quand le pense Dewey. Le soir de l'incendie, affolée par l'incendie et également éprouvée par la perte de son petit mangé par un léopard de Bornéo la veille au soir, une maman orang-outan du parc national, tout proche, a entendu l'enfant couiner dans ses draps, dans ses couvertures qui la protègent. Elle s'en est saisie et l'a emporté avec elle, là-haut, dans les grands nids au sommet des arbres. L'enfant goulûment a tété les mamelles gorgées de lait. La femelle l'a fait adopter par le groupe d'orang-outans et Eka vit comme cela, enfant sauvage, avec cette compagnie d'orang-outans. Jusqu'à l'âge de 10 ans, et là, la forêt est dévastée par des engins immenses pour planter, horreur,
des palmiers à huile à la place. Les orang-outans, très habiles, s'enfuient. Eka monte bien aux arbres, mais elle n'a pas tout de même la même dextérité pour se faire, et elle est prise, enfant sauvage, grande fille, nue, les grands cheveux emmêlés, noirs. Elle ne parle pas, bien entendu, elle est très craintive. On l'emmène à la capitale provinciale, on fait des examens et on voit qu'elle a un retard mental réellement important. On la confie à une institution pour ces cas-là. Elle grandit, on lui apprend tout de même à parler, jamais à écrire, jamais à lire. Son âge mental ne dépassera jamais 3-4 ans. Et son destin est tragique. À 13-14 ans, ça arrive dans les institutions, elle est violée, elle a un bébé qu'on lui prend. Elle décompense un état psychiatrique qui est fait de crises de violence et d'anorexie. Elle meurt misérablement avant 18 ans. Eh bien voilà, 2 sœurs. 100% de leurs gènes sont identiques. C'est un clone. Ces gènes identiques codent des propriétés identiques. L'une est l'une des femmes les plus brillantes de sa génération et l'autre a un destin tragique. Comment cela se peut-il? Comment Dewi a-t-elle pu acquérir les outils qui lui permettront de sculpter une vie si belle, si prodigieuse? Et pour quelles raisons ces outils ont-ils été refusés à Eka? Et puis, ensuite, à partir du moment où Dewi a ces outils en main, comment ose-t-elle vouloir les utiliser pour tracer le sillon de cette vie? J'ai bien fait de lui demander de raconter l'histoire quand même. Alors justement, vous posez la question, Axel Kahn, et je vais vous demander d'y répondre. Comment peut-on expliquer ce parcours opposé de ces 2 fillettes? Surtout, on aura compris que Eka revient dans le monde des humains, et pourtant elle n'en sera pas complètement de ce monde des humains. Et puis, même si une partie de notre échange permettra d'aller vers cela, qu'est-ce qui fait que nous sommes humains pleinement? Sur l'exemple de Dewi et d'Eka. Alors, on peut vous répondre exactement à cette question. Ça, on sait. On sait parce qu'on a fait des expériences sur des modèles animaux, et puis également, on a effectivement une dizaine d'observations d'enfants sauvages. Ce n'est pas exactement le scénario que j'ai imaginé, mais d'enfants sauvages qui ont un retard mental irréversible de cet ordre. Je vous ai dit que ces 2 filles ont les mêmes gènes. Que font des gènes? Ils ne codent pas un destin, des gènes. Des gènes, ça code des propriétés. Et ces gènes codent la propriété, chez les petits-enfants, de développer une intelligence humaine, un psychisme humain, dans l'interaction d'une communauté humaine. Eka, cette propriété, elle l'a aussi bien que Dewi. Mais Dewi est au sein d'une famille humaine. Eka ne l'est pas. Elle est avec une famille d'orang-outans, une maman orang-outan aimante, tendre, attentive, mais comme l'on dit, n'est-ce pas, la plus belle femelle orang-outan du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et par conséquent, elle ne peut pas donner les concepts, le langage, la complexité de la pensée. Et alors ce qui se passe, que l'on sait très bien, c'est que ces dispositifs neuronaux, les circuits pour lesquels codent les gènes, n'étant pas stimulés, n'étant pas appelés, ne fonctionnant pas, dégénèrent. Ils dégénèrent réellement. Les cellules meurent, les circuits disparaissent. Et lorsque, à 10 ans, Eka rejoint une civilisation humaine, ces dispositifs extraordinairement efficaces qui expliquent la vitesse de l'apprentissage des petits-enfants ne sont plus là. Alors, elle garde une plasticité cérébrale, naturellement. Moi-même, à l'âge que j'ai, je ne suis plus un perdreau de l'année, il me reste une certaine plasticité cérébrale, mais rien à voir, évidemment, avec celle des petits-enfants. Et donc, elle fait quelques petits progrès, mais elle garde un retard mental extrêmement important. Réponse maintenant à la 2e question, que je me rappelle fort bien. Qu'est-ce qui fait que l'on est humain? Dans les 2 cas, la même chose. Pour quelle raison Dewi va-t-elle devenir cette petite fille ayant les connaissances, la capacité à apprendre et puis ensuite se servir des connaissances pour devenir ce qu'elle sera aussi brillamment? C'est parce qu'elle a été embrasée
au feu d'une communauté humaine. Souvent, je dis que l'humanité se conçoit uniquement au pluriel. L'humanité commence avec l'un et l'autre. Un être seul n'est pas humain. Il faut être deux, au moins, pour s'humaniser l'un l'autre. J'emploie souvent le modèle, l'image, d'une humanité réduite à deux personnes, équivalente à deux bûches incandescentes qui, éloignées dans l'âtre, rougeoient, mais ne flamboient pas. Si vous les rapprochez l'une de l'autre, faites l'expérience, ça marche comme cela. Elles s'embrasent l'une l'autre et alors jaillit la flamme de leur commune humanité. Pour être humain, il faut être humanisé par l'autre. Ça, c'est la première condition. Chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour être soi. La première fois qu'il se voit en tant que soi, c'est dans le miroir déformant mais indispensable des yeux de l'autre et un autre humain. Et ensuite, on en reparlera, pour conduire sa vie, pour lui donner un sens, pour être heureux. L'autre, qui peut être un enfer, est également indispensable. D'ailleurs, vous dites une phrase très forte à ce propos par rapport au être humain qui renvoie avant tout au rapport à l'autre, c'est la dépendance vis-à-vis d'autrui, c'est page 69, pour devenir soi est absolue. En effet, c'est ce que je vous ai dit en vous présentant cette humanité dont la matrice originelle, c'est l'un et l'autre, irréductibles l'un à l'autre, mais inséparables l'un de l'autre. L'humanité commence par cela. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps d'y revenir, cette dépendance vis-à-vis de l'autre explique également à la fois ce que j'appelle le sens du bien, mais aussi ce que certains présentent comme l'énigme du mal. Tout d'abord, cette potentialité que nous avons à faire le bien. Eh bien, tout simplement, si nous ne sommes pas capables d'interagir avec l'autre, nous sommes incapables d'être embrasés par lui et de l'embraser. Il faut qu'il y ait une aptitude à cette communication de l'un à l'autre. Cette humanisation réciproque m'amène à me dire que l'autre qui m'est indispensable doit bien avoir des droits, des qualités semblables à celles que je revendique. Moi, je pense être libre. Il faut que j'accepte que l'autre aussi. Principe d'autonomie. Moi, je n'aimerais pas que l'on me fît du mal. Donc, je vais peut-être devoir, puisqu'il est semblable à moi, essayer de ne pas lui faire du mal, qui est le principe de non-malveillance. Si je suis en danger, j'aimerais que l'on m'aidât. Il faudrait que je rende l'appareil à l'autre. Et enfin, si vraiment il y a une réciprocité entre nous, si lui il a tout et moi rien, ou si j'ai tout et s'il n'a rien, alors la réciprocité est brisée. Principe de justice. Vous voyez qu'à travers cette dépendance l'un de l'autre, on retrouve en réalité les principes fondamentaux de la morale, mais pas simplement. Car imaginez maintenant que l'autre, voilà, il y a une dame qui est là, qui me regarde, et dans son regard, je vois une indifférence totale, voire même un mépris achevé, voire même une horreur épouvantable. Mais moi, je ne peux pas être moi sans elle. Et donc, je suis extrêmement bouleversé par ce regard que madame me jette. Et je veux me mettre à la haïr, peut-être à vouloir lui faire du mal. Le mépris est criminogène. Le mépris est criminogène. D'autre part, je vous regarde, madame, je vois votre sourire, vos lunettes, et je pense à ce que vous pensez de moi. Chacun d'entre nous pense à ce que l'autre pense de lui. Et moi, je pense intensément, mais qu'est-ce qu'elle peut bien penser de ce que je raconte là? Je me demande. Et alors imaginez, d'un seul coup, je me dis, elle pense des choses épouvantables. Elle pense des choses dangereuses. Cette pensée est impossible. Je vais vous tuer pour ce que vous pensez. Seul l'humain est capable de tuer pour ce que quelqu'un pense. Aucun autre être, en dehors de l'être humain, ne tue l'autre pour ce qu'il pense. Deuxième racine du mal. Et enfin, troisième racine du mal, qui est liée à la dépendance de l'autre, c'est moi qui vais agir. Imaginons d'un seul coup que je me mette à vous agresser violemment et que je lise dans vos yeux
un étonnement, une peur, une terreur épouvantable, et que la terreur que je lis dans vos yeux m'évoque ma puissance incroyable, et que je jouisse de cette puissance, alors je serai un pervers, inhumain, mais évidemment, seul l'humain peut être inhumain. Voilà aussi que la dépendance et du bien et du mal sont liés l'un et l'autre à cette dépendance exclusive vis-à-vis de l'autre. Axel Kahn, on va parler de vous un instant. Vous avez 26 ans lorsque votre père, le professeur Jean Kahn, se suicide en se jetant d'un train. Il laissera une lettre à votre attention qui se conclut sur ces mots « Sois raisonnable et humain ». C'est en partant de cette lettre que vous avez eu ou senti le besoin d'écrire ce livre ? C'est à partir de cette injonction, pour le moins ambiguë, que l'on peut expliquer le fil directeur de ma pensée et de ma trajectoire à partir de ces 26 ans. Si je reprends comme ça de mémoire rapidement des titres des livres que j'ai écrits, « Et l'homme dans tout ça »,« Raisonnable et humain »,« L'homme ce roseau pensant »,« L'homme le bien le mal »,« Un type bien ne fait pas ça »,« L'homme le libéralisme et le bien commun », on voit combien, dans ces livres, j'ai cherché à répondre à cette question, mais qu'est-ce que papa a-t-il bien vouloir signifier en m'enjoignant d'être humain? Qu'est-ce que c'est d'abord qu'être humain? Et j'ai passé une vie d'homme, à essayer de comprendre ce que c'était qu'être humain. Et après plus de 40 ans de ce travail acharné, quand même intense, je me suis dit que le moment serait venu d'y mettre un terme. Et j'ai décidé de profiter d'une très longue marche que je voulais faire à travers la France, de cette incroyable disponibilité à l'épanouissement de la pensée qu'offre la marche, pour faire ce travail, pour me préparer effectivement à mettre de l'ordre définitivement dans cette quête d'une vie. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et ce livre est à la fois le résultat final de cette quête, il est aussi le résultat de cette pensée intense du marcheur obstiné sur plus de 4000 km sur les chemins de France. Voilà, et je vous l'ai dit, nous en discutons tout à l'heure, et cette sérénité est réelle. Lorsque j'ai rendu la copie définitive avec les corrections à l'éditeur, je n'ai pas eu l'angoisse qu'ont habituellement les auteurs en se demandant est-ce que ce sera un succès, est-ce que ça marchera. C'est fréquent, tous les auteurs connaissent cela. Personne ne peut savoir si un livre va marcher très bien, pas du tout. Voilà. Alors, parfois, on sait qu'il ne risque pas de totalement mal marcher, mais enfin, on ne sait pas. Mais c'est pas ça du tout. Dans une certaine mesure, j'ai l'impression que vous avez rendu une copie à votre papa. Voilà, c'est ça. La sérénité est liée au fait qu'il y a 46 ans aujourd'hui de cela, mon père m'a donné un devoir. Entre vous et moi, il n'était pas facile, le devoir. Son énoncé était un peu ambigu. Évidemment, j'ai mis très longtemps pour le rédiger, très longtemps. Mais à mon corps défendant, la tâche était malaisée. Et ne voilà-t-il pas que j'ai achevé? Voilà. La copie est terminée. Et je la rends à la fois à mon éditeur, mais aussi à mon père. Écoute, papa, je ne sais pas ce que toi tu entends. Tu entendais quand tu m'as enjoint d'être raisonnable et humain. Je ne sais pas ce que tu entendais par être humain. Mais en tout cas, ce que moi j'entends maintenant, en essayant de savoir ce que tu voulais me dire, c'est ça. Voilà. Je n'irai pas au-delà. Tu en penses ce que tu veux, mais c'est ça. Et je vous invite vraiment à lire ce livre qui, sans être testamentaire, effectivement témoigne d'un parcours de vie avec des interrogations dont on va encore parler, mais des interrogations et certaines réponses à des questions. On va revenir à vos deux héroïnes. L'une va finalement, d'une certaine manière, revenir vers l'autre. On ne va pas en dire plus. Ça se situe à la fin, c'est dans l'épilogue. Voilà, l'épilogue renoue totalement avec la forme romanesque. L'épilogue a ému l'auteur, et j'espère que l'épilogue pourra émouvoir les lecteurs, et en tout cas, je l'espère, étonnera les lecteurs, et donc on n'en dira rien. J'en suis sûr. Donc se pose en fait la question, une des questions qui se pose, c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure.
qui est celle de la dualité, mais aussi de l'unicité dans le phénomène de la gémellité, qui est quelque chose de très particulier. Et là, je m'adresse aux généticiens que vous êtes. Comment est-ce qu'on peut analyser ce phénomène-là? De fait, la gémellité vraie, les jumeaux univitellins, monozygotes, sont très étranges. C'est une situation singulière. En effet, le développement d'un enfant se caractérise par ce qu'on appelle l'individuation progressive. Cette individuation, elle commence par le manque. Au départ, quand l'enfant naît, il est profondément fusionnel avec la maman. Il était dans son ventre, il sort d'elle. Il n'a pas à apprendre pour ramper sur son ventre, pour aller à sa poitrine, téter son mamelon. Il le sait, il fait partie d'elle. Et puis rapidement, il arrive que l'enfant soit là, éveillé, et que maman ne soit pas là. Et ce manque est le début de la prise de conscience qu'il n'est pas sa maman, puisque lui, il est là, et qu'elle n'y est pas. Et tout le reste du développement de l'enfant va être marqué par ces progrès de l'individuation. La fratrie marque cela quand il y a une fratrie, ou alors les autres. La petite sœur, le petit frère, eh ben, ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas le même âge, ou même quand ce sont des faux jumeaux, ils n'ont pas forcément le même sexe, ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Quand on voit bien que ce n'est pas soi. Pour les vrais jumeaux, c'est étrange. Car l'autre fraternel, la sœur jumelle, le frère jumeau, c'est aussi l'image de soi dans la glace. C'est une altérité non affirmée, singulière. Et cela crée la construction d'un monde gémellaire qui explique que les vrais jumeaux, après ils rattrapent le temps perdu, mais que les vrais jumeaux, très régulièrement, montrent un certain retard dans l'acquisition du langage. On dit qu'ils ont un petit retard de développement. C'est que, étant totalement engagés dans la présence à l'autre, ils ont moins de disponibilité pour l'échange avec les autres qui sont véritablement dans l'altérité, les parents et les autres, qui sont ceux qui apprennent le plus, naturellement. Il y a cet élément. Et puis, il se passe alors un phénomène assez tôt, c'est qu'il est insupportable, même quand on a un autre qui vous ressemble étrangement, il est insupportable de ne pas arriver à se différencier. Et donc, très souvent, alors même que ces deux jumeaux, ces deux jumelles ont des mêmes caractéristiques, des mêmes capacités, ils prennent la peine, l'un et l'autre, de se choisir des destins différents. L'un choisit tel métier, l'autre va choisir un métier un peu différent. L'un choisit telle activité sportive, l'autre va souvent, pas toujours, mais presque souvent, essayer de se différencier. Et donc, il va y avoir une prise en main volontaire de la différenciation de ces êtres qui sont des clones. Des vrais jumeaux, c'est profondément, réellement des clones. Et ça explique un paradoxe qu'il serait difficile d'expliquer sans cela. C'est que quand on regarde la coïncidence des tests comportementaux entre des jumeaux de 16-17 ans qui ont toujours été élevés ensemble et des jumeaux de 65-70 ans qui ont fait leur vie chacun de leur côté, il y a plus de similitudes à 65 ans, 70 ans qu'à 17-18 ans. Tout simplement parce qu'à 17-18 ans, c'est par l'intervention de la volonté qu'ils se différencient de l'autre pour être eux et non pas l'autre. La question d'où viens-je est aussi au centre de votre livre, et elle interroge notamment lorsqu'on évoque, à l'inverse de ce on vient de parler de la gémellité, lorsqu'on évoque la situation des enfants qui ont été abandonnés ou qui sont nés sous X. En effet, les questions existentielles fondamentales, nous les connaissons toutes, de l'ordre du fameux « d'où viens-je »,« qui suis-je »,« où vais-je ». Or, c'est très difficile de répondre à la deuxième question.
Qui suis-je quand on n'a aucun élément concernant ses origines? Par conséquent, on a besoin chacun d'entre nous de savoir qui nous sommes, mais la tâche n'est pas aisée quand on ne sait pas du tout d'où on vient. D'ailleurs, quand je dis qu'on ne sait pas d'où on vient, ce qui est important, c'est de s'insérer dans une filiation, dans une histoire familiale, même si elle est fausse, en l'occurrence. Cela étant dit, si je sais que l'histoire familiale est fausse, si je sais que mon père légal, parce qu'on me l'a dit, parce que j'ai appris à le connaître, n'est pas mon père biologique, il peut se faire, et on le voit naturellement, il peut se faire que je me demande alors, mais après tout, réellement, d'où viens-je? Et dans ce cas-là, la quête des origines est extrêmement importante. Et d'une manière ou d'une autre, il faut certainement se préparer à y répondre. Parce que, vous voyez, je traite également dans ce livre de la filiation. J'ai un chapitre qui m'émeut moi-même, pas mon chapitre, mais le phénomène dont je parle, qui est la maternité. Je pense que j'eusse aimé être mère. Bon, ça ne s'est pas produit, c'était difficile, mais dans les expériences de ma vie... impossible. Voilà, dans les expériences... Vous savez, quand ma fille a eu son premier bébé, elle m'avait, durant la grossesse, décrit en détail tout ce qui se passait dans son ventre, et après qu'elle a accouché par épidurale, sans problème, elle me dit que c'était une merveille extraordinaire, combien c'était fabuleux. Et elle s'arrête à un moment donné, elle me dit « Mon papa, tu sais que je t'aime ?» Je lui dis « Écoute ma fille, oui, je sais que tu m'aimes, moi aussi je t'aime. » Elle me dit « Oui, mon papa, si je te demande ça, c'est que des fois je suis triste parce que tu ne connaîtras pas ça. » Et elle avait raison, ma fille. Je ne connaîtrais pas ça et c'est dommage. D'ailleurs, j'étais très vexé sur le moment et je lui ai lancé comme ça en réponse « T'as raison, maintenant je suis trop vieux. » Restons sur ce sujet justement et vous vous interrogez aussi sur la place donc, de la maternité dans l'accomplissement féminin. Alors, et justement, est-ce que Dewey n'est pas mère. Voilà, justement, le fait que Dewey ne soit pas mère, est-ce que ça lui enlève une partie de cette humanité? Nullement. Il n'y a pas de féminité essentialiste. Le but de la femme n'est pas d'avoir des enfants. Le but de la femme est d'être elle-même et de s'épanouir. Et Dewey, comme d'ailleurs certaines scientifiques de haut vol, choisit de ne pas avoir d'enfants. J'imagine qu'elle a une vie sexuelle normale. Alors, Dewey, c'est une femme absolument prodigieuse. Vous devriez la connaître, elle est inouïe. Vous en êtes vraiment amoureux? Oui, il faut dire qu'elle a tout, quoi. Ouais. Elle a tout. Mais c'est une musulmane soufie, d'une extrême pudeur, et elle ne m'a jamais rien dit de sa vie privée. Jamais. Donc je peux simplement supposer qu'elle a une vie épanouie. Je la vois si belle et si rayonnante qu'il faut que tout y soit. Cela étant dit, elle fait partie de ces femmes qui engendrent la beauté d'un résultat scientifique, qui engendre la beauté d'une œuvre scientifique. Est-ce que chez elle, je n'en sais rien, elle ne s'est pas appesantie sur le sujet, est-ce que chez elle, cette maternité intellectuelle compense dans une certaine mesure l'absence de maternité? Je n'en sais rien. Il n'empêche qu'elle a une belle vie, très épanouie, et qu'elle n'est pas mère. Mais quand une femme veut être mère et qu'elle peut l'être, alors, moi je ne l'ai pas vécu, je vous l'ai dit, je le regrette, mais beaucoup de femmes, dont mes enfants, une de mes filles, et également France Quéré, une théologienne protestante qui a écrit des pages inoubliables sur sa maternité. Je suis absolument certain que la maternité peut être l'épiphanie d'une vie féminine. Voilà. Sans jamais abandonner Dewey et Eka au fil des pages, vous allez aborder de façon quasi thématique tout ce qui fait, selon vous, que nous sommes humains pleinement. Parmi ces thèmes, je relève celui intitulé « La famille, les enfants, les gènes et le cœur ».
À ce propos, vous avez dit ou écrit, vous avez dit, je l'ai relevé dans un des entretiens que vous avez menés, les gènes ne fixent pas un destin, mais cotent des propriétés. Et vous faites référence à votre propre expérience. En effet, vos frères, qu'on connaît bien, Jean-François et Olivier, vont vivre aux côtés de vos parents dans un environnement intellectuel plutôt riche. Vous vivrez les 5 premières années de votre vie à la campagne, aux côtés d'une femme presque illettrée. Et pourtant, voilà le résultat. Oui, j'ai rappelé ce souvenir tout à fait exact. J'ai vécu 5 ans aux côtés d'une femme qui, d'après les mots que l'on utilise aujourd'hui, les termes, est illettrée. Je veux dire qu'elle a une extrême difficulté à lire, elle ne lit pratiquement jamais, et grande difficulté à écrire quelques mots. C'est une paysanne qui a eu 4 enfants de 4 papas différents, 2 maris. Chacun d'entre eux est mort à une des 2 guerres mondiales, et puis entre-temps, il y en a eu 2 autres. Totalement aimante et illettrée. Et à 5 ans, simplement, mes parents, qui m'étaient très étrangers auparavant, me reprennent. Et effectivement, la suite a prouvé que je n'étais pas marqué de manière définitive par un sous-développement intellectuel qui m'aurait différencié de mes 2 frères. Et si j'ai rappelé cela, c'est que je ne voulais pas que le destin malheureux des cas puisse être interprété comme si il y avait un déterminisme social, socio-culturel absolu et irréversible des enfants. De telle sorte qu'un enfant qui eût été dans un milieu socio-culturel défavorable en bas âge serait perdu définitivement. Naturellement, il n'en est rien. Il n'en est rien. Car enfin, mes 2 frères, mon père était philosophe, mes 2 frères, je suis sûr qu'avant 5 ans, ils ont entendu parler de la critique de la raison pratique et de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Oh, ils n'ont peut-être pas compris exactement ce que ça voulait dire. Je suis sûr qu'un jour, à l'occasion de je ne sais quoi, mon père a dû dire à Jean-François, peut-être à Olivier, que la chouette des Minerves ne s'envole qu'au crépuscule. Citation de Hegel, comme chacun le sait. Moi, jamais, durant mes 5 premières années, on m'a avisé de cela. Mais en revanche, ma nourrice, elle m'a montré les nuages. Et, d'après leur forme, la vitesse de leur défilement dans les cieux, leur effilochage blanchâtre, elle m'a appris à me faire une idée du temps qu'il allait faire et de la manière dont je devais me vêtir. Elle m'a dit, tu sais, si les poussins qui sont juste éclos, tu les vois, ils ne peuvent picorer. Alors, Axel, tu vas lui rouvrir le bec. Regardez la langue. Peut-être que sur la langue, il y a un point noir. On appelle ça la pépie. Alors, avec une aiguille, tu vas essayer d'enlever ce point noir et le petit poussin sera sauvé. Et puis, elle m'a dit également, quand tu seras au bord de l'Aigronne, qui est la rivière qui passe dans mon village natal, et que tu verras les grandes herbes bouger, suivant que les grandes herbes bougent sur un grand périmètre et relativement lentement, alors tu peux imaginer que c'est une grande couleuvre qui est là. Mais s'il y a plus de nervosité sur une distance plus petite, méfie-toi, ce peut être une vipère. Eh bien, le potentiel humanisant de ces informations ne le cède en rien à la chouette de Minerve et à la critique de la raison pure. Voilà. Il y a également un chapitre qui est au demeurant fort intéressant, qui est intitulé « Être parent ». Et aujourd'hui, je vous pose une question un petit peu directe, nourrie forcément de l'expérience qui est la vôtre. Quels outils aujourd'hui les parents doivent-ils mettre en œuvre pour emmener leurs enfants sur le chemin d'un peu plus d'humanité, ou autrement dit, pour être pleinement humains? Le métier de parent, mais vous êtes beaucoup ici à le savoir, le métier de parent est compliqué. Il est compliqué parce que l'on oscille en permanence entre 2 extrêmes. Premièrement, la dévotion, le souci parental, l'attention extrême qui amène à intervenir surtout afin d'amener l'enfant à
choisir, à faire, à avoir le meilleur. C'est pesant, un parent qui intervient sur tout. C'est pesant. Un enfant, il doit à un moment donné faire ses choix, prendre ses décisions. C'est-à-dire, après s'être individualisé, s'autonomiser. Et puis l'autre écueil, c'est au contraire, laisser toute sa place à cette indépendance de l'enfant. Et alors l'enfant, des fois, se dit, ce que je fais ne les intéresse pas du tout. Moi, j'ai eu à recevoir cela en plein visage. Un jour, mon fils, Jean-Emmanuel, j'étais là, parlait avec des amis, un peu de ce qu'ils allaient faire et de ce qu'étaient les souhaits de leurs parents. Alors l'un disait, moi, mes parents aimeraient que je fasse ça, mais je ne sais pas si j'aimerais. Un autre disait, et Jean-Emmanuel a pris la parole, il a dit, moi, de toute façon, mon père, il s'en fout, je peux faire ce que je veux. Ça m'a fait mal, naturellement, car c'est pas du tout comme ça que je l'avais vécu. Mais voilà, en permanence, vous êtes avec un être qui est en développement, qui a besoin de repères, qui a besoin de références et qui a besoin de liberté. Et vous êtes toujours en train d'osciller entre les deux jusqu'à un moment qui est un moment prodigieusement difficile. Lorsque vous avez un enfant, même s'il y a beaucoup de circonstances où ce que je vais dire ne correspond pas à la réalité. Mais en tout cas, si vous n'aviez pas été là, l'enfant ne serait pas là. Donc vous avez une responsabilité dans le fait que l'enfant est là. En tant que vous en êtes responsable, vous vous en occupez. Et puis vient le moment où l'enfant, qui n'aurait pas pu avoir d'autres parents, lui il n'a pas choisi ses parents, il a ses parents là, et l'enfant est là parce que les parents ont désiré l'avoir, où ils se mettent à se juger les uns les autres. Ou même s'ils ne l'extériorisent pas de cette manière-là, l'enfant se demande, après tout, si j'avais eu le choix, est-ce que ce sont ces parents-là que j'aurais voulu avoir? Et où les adultes, en tout cas c'est mon cas, se demandent, cette fille, ce fils, toujours je les aimerai, ils ne me seront jamais indifférents. Je serai toujours là pour les aider. Mais pour autant, ce sont des adultes maintenant. Est-ce que ces adultes m'intéresseront? Il y a un moment qui est extrêmement sensible là, extrêmement sensible. Et lorsque par hasard, et c'est le plus souvent le cas, mais pas toujours, on le sait bien, les enfants disent, oui, après tout, si j'avais eu à choisir, vous savez, papa, maman, je n'aurais pas voulu une autre maman et un autre papa que vous. Et évidemment, c'est merveilleux. Et lorsque les parents se disent, cette fille, ce gars quand même, il m'étonnera toujours. Qu'est-ce qu'il est intéressant? Ça aussi, c'est merveilleux. Ça justifie toute la vie et toutes les peines d'être parent. Dans le chapitre Projet, Ambition et Bonheur, vous nous invitez à penser la place de l'homme face au progrès, et au progrès de la science notamment, et au bouleversement actuel de notre société. Un vaste programme. En particulier, et c'est un autre domaine de ma réflexion, je réfléchis à une évolution que nous connaissons et qui est bouleversante. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'elle est bouleversante, mais je vais vous le résumer car je vous laisserai y réfléchir ensuite. Ça fait 2 millions d'années que les humains arrivent à démultiplier le pouvoir de leurs mains en fabriquant des outils. Les premières haches en pierre taillée, c'est il y a 2 millions d'années. Et puis, avec les premiers bouliers ou je ne sais pas quoi, il y a quelques centaines d'années, l'homme s'est mis à démultiplier le pouvoir de son esprit. Puis, ça a été l'époque des ordinateurs. Et aujourd'hui, ces outils développant le pouvoir de l'esprit sont d'une puissance incroyable. Alors, évidemment, de la même manière, les outils pour démultiplier le pouvoir de la main sont totalement intimidants. Il y a des choses que plus jamais nous voudrons faire à main nue, tellement la machine le fait mieux que nous. Mais enfin, même si on ne bricole pas, si on ne fait pas, notre humanité n'est pas menacée. Ne voilà-t-il pas aujourd'hui que l'ensemble des big data, des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui s'améliorent progressivement sont devenus tellement performants que l'on ne peut qu'être intimidé
et se demander, tellement ils sont meilleurs que nous, si ça vaut la peine de continuer réellement à penser. Et évidemment, ça c'est une toute autre paire de manches, car mon humanité n'est pas menacée si je ne crée pas moi-même d'outils. En revanche, mon humanité est réellement menacée si je suis dissuadé à penser, tant les machines pensent mieux que moi. Moi, j'ai connu dans mon métier une vexation terrible. Et tout le monde la connaît aujourd'hui. Et je l'ai connue comme président d'université également. Quand j'étais jeune chercheur, comme on dit, je clonais des gènes. Les gènes, c'est compliqué à isoler un gène. C'est, disait-on, comme une aiguille dans une meule de foin. Et donc, pour trouver une aiguille dans une meule de foin, le plus intelligent, le plus subtil, le plus rusé, le plus astucieux, c'est lui qui gagne. Et c'était donc la prime au plus intelligent, au plus rusé, au plus astucieux. C'était magnifique. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Les machines, de toute façon, elles séquencent tout le génome en 1h30. Le massivement quantitatif l'a définitivement emporté sur le qualitatif. Un autre domaine. J'ai été président d'une grande université française. Parmi les étudiants que je formais, il y avait des psychologues, des sociologues. Pour mes sociologues, beaucoup s'orientaient vers la recherche, vers l'enseignement, mais il y en a d'autres qui s'orientaient pour les études sociologiques, notamment les études du passage à l'acte d'achat de la clientèle de tel ou tel secteur. Par exemple, pour savoir ce que les femmes enceintes pouvaient désirer et acheter, il demandait à une centaine de femmes enceintes de les recevoir, il les interrogeait longuement, etc., etc. C'était chouette, quoi, hein. Maintenant, c'est passé, plus jamais on fait cela. Vous savez comment on fait pour démarcher les femmes enceintes, je vais vous le dire. La vie privée n'existe plus. Avec l'ensemble de Google, de Facebook, la vie privée n'existe plus. Et donc, si jamais vous intéressez ces forces considérables, elles savent mieux que vous pratiquement ce que vous faites. Donc, Google, les autres, se mettent à s'intéresser à un échantillon de 2000 femmes enceintes. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, on regarde à quelle heure la femme enceinte commence à téléphoner. Combien de fois téléphone-t-elle? À quelle heure elle se lève? À quelle heure part-elle de chez elle? Quel site va-t-elle voir? Quel achat fait-elle? Etc., etc. Et donc, on arrive à faire un algorithme sur ce qu'est le comportement d'une femme enceinte. Ça, c'est un algorithme. Ensuite, ces algorithmes, on l'applique à toutes les femmes enceintes sur la planète. Et quand elles se comportent d'après l'algorithme de ce comportement, on conclut qu'elles ont 95 à 98 chances sur 100 d'être enceintes et elles sont démarchées pour les produits de grossesse. Là encore, triomphe absolu du quantitatif sur le qualitatif. Et tout cela va aller en se développant encore. Alors, je ne suis pas désespéré quand même. Et je vais vous donner le facteur d'espoir, l'élément d'espoir. Mais vous voyez que c'est bouleversant. On pourrait faire une conférence sur le sujet. Un des éléments, simplement pour vous prêter à réfléchir. Je suis médecin scientifique et je suis considéré comme quelqu'un de compétent. Et parmi vous, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, vous êtes également compétents. Et il n'y a pas de doute que dans votre domaine de compétence, vous êtes bien meilleur que tous les autres. Mais que tous les autres, est-ce sûr? Une personne, la dame qui me servait de modèle, elle a un domaine de compétences tout à fait remarquable. Et en son domaine de compétences, personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui la surpassent. Mais si je suis capable de prendre la bribe minuscule de compétences en ce domaine, de millions et de millions de personnes, à travers des plateformes participatives, alors, à partir de millions et de millions de personnes, je peux certainement avoir une compétence supérieure à celle de madame. Et c'est ça simplement la spécialisation qui disparaît. Vous savez, quand on parle d'Uber et d'Airbnb dans des domaines un peu particuliers, c'est déjà ça.
Jadis, il y avait des compétences de chauffeur, mais après tout, avec une plateforme participative, est-ce que c'est important? Il y avait des compétences de logeur, mais avec les plateformes participatives, est-ce véritablement important? Mais demain, ça sera généralisé. Wikipédia est un très bon exemple. Avant, on demandait à l'expert de faire Wikipédia. Mais maintenant, ce que faisait l'expert, c'est ces plateformes participatives de toutes les bribes de connaissances minuscules du monde entier. Mais évidemment, c'est une révolution par rapport à un mouvement qui a été initié au néolithique, lorsque les femmes et les hommes ont commencé à se spécialiser. Et donc, on est en train de vivre un bouleversement absolument majeur. Absolument majeur. Mais, je vous ai dit qu'il y avait un facteur d'espoir. Pour mon démarchage des femmes enceintes, l'algorithme, il est capable de n'en prédire que 95 à 98% des cas. Est-ce que les 2 à 5% d'imprédictibilité, ça n'est pas là que réside toute l'originalité qui fait l'humanité? Est-ce qu'en réalité, depuis la nuit des temps, l'humanité n'a pas consisté à répéter, sauf une fulgurance à la marge de 2 à 5%? Et dans ce cas-là, tous les espoirs restent permis. Ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien. Là où vous nous emmenez, on est parti d'un concept et vous nous emmenez... justement, moi j'ai trouvé, alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, une des phrases centrales de votre livre, c'est « Osons vouloir, alors nous pourrons peut-être ». Est-ce que je me trompe? Oui, c'est une des phrases. Et d'ailleurs, quand je dédicace le livre, j'ajoute au-dessus du titre « Osons vouloir être raisonnable et humain ». Pour quelle raison? Je vais vous raconter l'histoire de cette injonction. Avec ma carrière, j'ai été le parrain de promotion de la plupart des plus grandes écoles françaises. J'ai été le parrain de la promotion 2000 de Polytechnique, j'ai été le parrain d'HEC, de l'école des mines, de l'école nationale d'agronomie, etc., etc., etc. Au début, un peu inconscient, j'étais cruel. Je disais aux jeunes diplômés, dont je parrainais la promotion, j'étais aussi parrain des jeunes médecins de Nancy. Je suis sûr qu'il va y avoir des parents de certains de mes élèves ici. Je leur disais, écoutez, vous êtes des jeunes femmes et des jeunes hommes épatants. Vous avez surmonté les difficultés, vous avez fait preuve d'une belle intelligence, d'une belle souplesse intellectuelle, et donc avec les positions que vous aurez, vous pourrez bien menez votre vie, vous aurez sans doute une vie plus facile que d'autres. Mais vous aurez également des responsabilités hiérarchiques, parce que vous serez à des postes hiérarchiques élevés. Et donc, vous aurez également à agir sur l'avenir de la cité et l'avenir du monde. D'ailleurs, ce pouvoir que vous aurez d'agir sur l'avenir de la cité et l'avenir du monde, qu'est-ce que vous pensez en faire? Que voulez-vous en faire? Et autant les jeunes n'étaient pas en reste pour me répondre à la question « Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ?» Ils savaient bien me marier, être heureux, avoir des enfants, avoir du pèse, avoir une belle vie, m'éclater, enfin, les trucs normaux, quoi, normaux, il n'y a pas de problème. Autant quand je leur demandais « Qu'est-ce que vous voulez faire de votre pouvoir sur l'avenir du monde ?» elles et ils restaient quoi? Et pour quelle raison? C'est que, je vous ai dit, on est intimidé, on ne peut qu'être intimidé. Intimidé par la puissance de cette intelligence artificielle, intimidé par la puissance des gènes, intimidé par les règles de l'économie qui s'imposeraient à chacun d'entre nous, incommodé par la vieille idée, il n'y a aucune alternative, Tina, on dit que c'est Margaret Thatcher qui présentait cela, elle n'a jamais dit ça, mais enfin peu importe, il n'y a aucune alternative. Mais s'il n'y a aucune alternative, si le monde sera demain ce qui ne peut manquer d'être, à quoi cela pourrait-il servir de se décarcasser? Si vraiment, quoi que j'entreprenne, cela n'a aucune chance de modifier le cours des choses, alors évidemment, je rentre chez moi, je lutine ma copine et je me fais une bonne bouffe. Et le reste, on n'en parle plus. Et c'est la raison pour laquelle j'avais fini dans l'injonction finale de mon parrainage par leur lancer. Allez, osez vouloir. Je ne suis pas velléitaire, donc peut-être que vous n'y arriverez pas.
Mais même si vous n'y arrivez pas, le monde et vous, après votre échec, sera meilleur que si vous vous étiez résigné. Osez vouloir. Il y a une phrase, on s'approche tout doucement du bout de notre échange. Il y a une phrase qui m'a... J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez parce que je pense qu'elle porte différents sens. Et cette phrase, c'est « La vie de l'homme n'a, a priori, pour moi, aucun sens. Elle n'a que des propriétés qui lui permettent de se perpétuer. » Oui, j'ai été élevé dans la religion très catholique et romaine et j'ai été réellement croyant. Et donc, quand j'étais croyant, j'aurais été d'une autre religion, celui était pareil. Quand j'étais croyant, la vie avait un sens évident. La vie de la créature privilégiée à l'image de Dieu avait évidemment un sens, de se conformer en quelque sorte à cette étincelle de divinité. Et puis d'un coup, un peu sec, en 3-4 mois, quand j'avais environ 15 ans, j'ai trouvé que avoir un enfant vierge, c'était curieux et que la virginité de Marie me semblait peu crédible. J'ai trouvé que la résurrection des morts était très injuste parce que je savais bien que parmi les martyrs, il y en avait qui avaient été brûlés et alors eux, ils n'auraient pas de vie éternelle, ce qui me semblait également extrêmement injuste et que de toute façon, la résurrection des morts, c'était bizarroïde. J'ai trouvé que cette histoire d'une seule personne en trois, la Sainte Trinité, c'était tout de même extrêmement intellectuel, extrêmement complexe. Alors, j'aimais bien les concepts philosophiques, mais ça ne me semblait pas clair quand même. J'ai trouvé que le sacrifice du Fils de Dieu et puis sa mise à mort, le fait qu'il ait ressuscité, c'est un mythe extraordinaire, c'est magnifique, c'est extraordinaire, magnifique. Cela étant dit, est-ce vraiment crédible? C'est pas tout à fait sûr. Et donc, d'un seul coup, je suis arrivé à la conclusion que contrairement à ce dont j'étais totalement persuadé, je n'avais pas la foi. Voilà, je n'avais pas la foi. Et comme je n'avais plus la foi, la question se posait, mais alors quel est le sens de la vie humaine? Si un Dieu ne lui donne pas un sens, quel est le sens de la vie humaine? La vie humaine est une vie, et toute vie se perpétue. Elle n'a pas de sens. Parler du sens de la vie, c'est idiot. Le sens du ver de terre, le sens du brin d'herbe, le sens de l'homme. Mais, contrairement au ver de terre, contrairement au brin d'herbe, selon moi, par le mécanisme de l'évolution biologique, je suis doté de capacités mentales qui font que je suis incapable vraiment, d'éviter de me poser la question du sens que je veux donner à ma vie. Moi. Donc, en effet, la vie n'a pas de sens, mais moi, j'ai à donner un sens à ma vie. Comme je le disais tout à l'heure, je souhaiterais qu'on termine notre échange sur un point d'actualité. Et forcément, on va parler du terrorisme qui s'est instillé dans nos actualités. Vous dites à propos du terrorisme, le temps de l'innocence est terminé. Alors que penser de ces jeunes radicalisés qui commettent à 13 ans des actes abjects? Ont-ils définitivement perdu une part de leur humanité? Alors ça, j'évacue cette question rapidement parce que je vous ai dit, il n'y a pas plus humain que l'inhumanité. Et par conséquent, ils sont hélas humains. Cela étant dit, il y a plusieurs phénomènes. L'un des phénomènes que l'on trouve naturellement chez ces terroristes, qui est extrêmement important, qui est la haine de la vie et l'amour de la mort. C'est-à-dire un point extrêmement commun, c'est qu'ils considèrent que cette vie est vraiment une vie de merde, épouvantable, et que la seule félicité à attendre, c'est dans l'autre monde, avec la jeunesse éternelle chez les femmes, si elles vont au paradis d'Allah, les 77 vierges à la virginité renouvelée chaque fois, si l'on est un jeune homme. Et cette vie-là est incroyablement plus désirable que la vie sur Terre qui, elle, ne peut pas l'être. Pour comprendre cette psychologie, il faut lire, si vous ne l'avez pas fait, certains d'entre vous ont dû le faire, c'est un livre qui a eu du succès, un livre qui a été écrit en 1939, je crois, qui s'appelle Alamout, qui est l'histoire du vieux de la montagne.
je ne vais pas le rappeler, mais qui décrit magnifiquement ce type de psychologie. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément dont je parle beaucoup dans le livre, à propos de la révolte. Incontestablement, ces jeunes-là, si on les interroge, vont considérer qu'on leur a fait tant de tort qu'ils ont toutes les raisons d'être révoltés contre les croisés, contre les nouveaux croisés, contre les bombardements de leur pays, que sais-je. Et qui vont essayer de légitimer les horreurs qu'ils accomplissent au nom de la révolte. Parlant dans des lycées, notamment de cela, j'ai été amené, et je traite de cela dans le livre, j'ai été amené à traiter la question, puisqu'ils prétendent être révoltés, après tout, peut-on être humain pleinement sans être révolté? Or, quoique je ne sois pas d'accord avec eux, je pense qu'on ne peut pas être humain pleinement sans être révolté. Pourquoi? Parce que le monde, on peut s'y épanouir naturellement. Mais est-ce que nous vivons dans le monde le meilleur pour l'épanouissement de chacun? Évidemment non. Les obstacles de violence, d'inégalité que met le monde à l'épanouissement de milliards et de milliards de personnes, ces obstacles sont considérables. On ne peut pas s'y résigner si on en est humain. Il faut donc se révolter. Mais pour autant, si au nom de la révolte, on se met à accomplir des actes, à créer un système contre lequel il y a toutes les raisons de se révolter, alors la révolte perd toute légitimité. Et donc, même si on peut comprendre la révolte de ces êtres, elle perd toute légitimité à partir du moment où ils accomplissent ce qu'ils ont accompli. Celui qui a le mieux traité de cela, dans un livre plutôt philosophique et un roman ô combien célèbre qui l'a précédé, c'est Albert Camus. La révolte d'Albert Camus, elle a un nom. C'est la révolte du docteur Rieux. Le docteur Rieux, dans Oran, en quarantaine du fait de la peste, ne lutte pas contre un fléau envoyé par les dieux contre l'homme malfaisant. Il ne lutte pas contre un maléfice, non. Il lutte pour la vie de l'homme, homme après homme. La révolte à hauteur d'homme. Mais la révolte à hauteur d'homme, ça exige d'aimer la vie de l'homme et non pas de détester la vie et d'aimer la mort comme ces terroristes. Voilà ce que je vous réponds. Merci Axel Kahn, merci. Comme souvent avec vous, on aimerait encore que ça dure beaucoup plus longtemps. En tout cas, une fois de plus, merci de ce temps d'échange. Je vous donne rendez-vous, vous, le public qui le souhaitez, dans la salle carrée, c'est-à-dire juste à la sortie pour une séance de dédicace. Et je vous souhaite j'ai repoussé mon train, alors je peux dédicacer des bouquins. Voilà, une très bonne soirée. Merci.